Exclu de l'anniversaire de ma mère par mon père, qui me traite de perdante avec l'aval de toute la famille, je l'accuse d'avoir préféré l'argent à sa fille. En réponse, j'annule tous les préparatifs, y compris la compte du restaurant. Tandis qu'il ricane, il ignore totalement ce qui les attend. Je m'appelle Chloé Dubois. J'ai 38 ans et, jusqu'à ce mardi matin-là, je croyais encore qu'il y avait certaines limites qu'une famille ne franchirait jamais. Je venais de déposer mes enfants et m'étais arrêté pour un café avant de me rendre chez mon premier client de la journée. J'étais dans la file, à moitié éveillé, consultant mes emails, pensant à des échantillons de tissus et à l'installation d'une salle à manger, quand mon téléphone s'est illuminé avec la discussion de groupe familial pour l'anniversaire de ma mère. Je l'ai ouvert, m'attendant au bruit habituel concernant les fleurs, le gâteau et qui apportait quoi. Au lieu de cela, j'ai trouvé un message de mon père me disant de ne pas venir. Il a dit que toute la famille ne voulait pas de moi là. Puis il m'a traité de perdante. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, non pas parce que j'étais choqué, mais parce que quelque chose en moi s'était enfin tu. Plus d'excuses. Plus de prétentions qu'il ne pensait pas ce qu'il m'avait montré pendant des années. J'ai souri, tapé une seule phrase et demandé s'il avait vraiment choisi l'argent plutôt que sa propre fille. Puis j'ai tout annulé. La salle privée, les arrangements d'anniversaire, la compte que j'avais payée des semaines auparavant pour le dîner qu'il pensait organiser sans moi. Quelques personnes dans le chat ont commencé à rire. Quelqu'un a réagi comme si c'était une blague. Quelqu'un d'autre a ajouté un autre petit commentaire cruel, juste assez pour qu'il soit clair qu'il ne s'agissait pas d'une colère passagère. C'était qui ils avaient toujours été quand ils pensaient que je resterais petite et que j'encaisserais. Ce qu'aucun d'eux n'avait compris, c'est qu'ils ne m'avaient pas seulement désinvité d'un dîner d'anniversaire. Ils m'avaient offert la seule chose dont j'avais besoin pour arrêter de les protéger. Quand je suis revenu à ma voiture, je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne non plus. Je suis juste resté assise, les deux mains sur le volant, fixant à travers le pare-brise les gens qui entraient et sortaient du café comme si le monde n'avait pas juste basculé sous mes pieds. La vérité était que ce message ne venait pas de nulle part. Il ne faisait que dire à voix haute ce que ma famille disait de manière plus subtile et moins directe depuis des années. Mon père, Antoine Dubois, avait passé la majeure partie de ma vie d'adulte à traiter mon entreprise comme une face dont j'aurais dû me défaire. Je possède une petite entreprise d'aménagement intérieur et de valorisation immobilière juste en dehors de Toulouse. Ce n'est pas tapa accent grave-l'œil, mais c'est réel. Je l'ai construite client après client, maison après maison, long week-end, facture en retard, matin précoce, tout en élevant 2 enfants et en essayant de faire fonctionner un mariage et un foyer. Mon père ne l'a jamais appelé une entreprise à moins que d'autres personnes n'écoutent. Quand c'était juste la famille, il l'appelait mon petit projet. Ma sœur aînée, Manon, travaillait dans l'immobilier de luxe, ce qui en faisait l'enfant chéri par défaut. Elle vendait le genre d'image que mes parents vénéraient. Talons de créateur, annonces soignées, sourires posés, portes ouvertes au champagne. Elle savait exactement comment parler à mon père, comment être d'accord sans paraître faible, comment rendre l'ambition élégante. Ma sœur cadette, Léa, était plus facile à aimer, mais plus difficile à faire confiance. Elle détestait tellement les conflits qu'elle restait assise en silence pendant que j'étais déchiré devant elle. Puis plus tard, elle me textait quelque chose de doux et de coupable comme « J'espère que tu sais que je n'étais pas d'accord avec ça » sifflement ma mère, Éléonore, jouait toujours les pacificatrices, mais seulement de manière à protéger les personnes qui causaient le tort. Elle me disait de ne pas prendre les choses trop personnellement. Elle disait que c'était juste la façon d'être de papa. Elle me demandait d'être la personne la plus mature, ce qui, dans notre famille, signifiait toujours être plus silencieuse, plus facile, celle qui plie. La vraie dispute avait commencé environ 1 an plus tôt lorsque mon père avait décidé que je devrais intégrer ma société à l'une de ses entreprises immobilières et gérer les intérieurs pour un nouveau développement haut de gamme qu'il soutenait. Sur le papier, cela semblait généreux. C'est comme ça qu'il l'a vendu à tout le monde, comme s'il m'offrait une place à la table des grands. Ce qu'il voulait vraiment, c'était le contrôle. Il voulait mon goût, mon travail, mon instinct de cliente et mon nom associé à son argent, mais seulement si je faisais les choses à sa manière. Quand je lui ai dit non, que je voulais garder mon entreprise indépendante, il m'a regardé comme si je l'avais giflé. Après cela, les commentaires sont devenus plus acerbes. Manon a dit que j'étais trop émotive pour développer une vraie entreprise. Ma mère a demandé pourquoi je devais toujours rendre les choses difficiles.
Mon père m'a dit que la fierté coûtait cher aux personnes ayant des revenus plus modestes. Ils ont même attaqué mon mari, Marc, parce qu'il enseignait l'histoire dans un lycée public et ne courait pas après le statut comme il pensait qu'un homme devrait le faire. Ils agissaient comme si j'avais choisi la mauvaise vie simplement parce que j'en avais choisi une qu'ils ne pouvaient pas contrôler. C'est la partie qui est finalement devenue claire dans ce parking. Ils ne me haïssaient pas parce que j'avais échoué. Ils haïssaient que j'ai bâti une vie qu'ils ne possédaient pas. Au moment où je suis arrivé dans mon allée, j'avais déjà pris une décision. Je n'allais plus me battre pour une place à cette table. Marc était dans la cuisine en train de corriger des copies quand je suis entré, toujours dans ses vêtements de travail, ses lunettes baissées sur le nez, un stylo rouge à la main. Il a levé les yeux une fois et a su que quelque chose n'allait pas. Je lui ai montré le message sans dire un mot. Il l'a lu lentement, puis a lu ma réponse, puis a posé le téléphone sur le comptoir avec un calme auquel je ne m'attendais pas. Il ne m'a pas dit de leur pardonner. Il ne m'a pas dit que la famille restait la famille. Sifflement, il n'a même pas demandé ce que mon père entendait par perdante parce que, à ce moment-là, il le savait déjà. Il se tenait à mes côtés depuis des années pendant qu'il me souriait en face et me rabaissait, commentaire après commentaire. Tout ce qu'il a demandé, c'est « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» Pas « Qu'est-ce que tu penses devoir faire ?» Pas « Qu'est-ce qui rendra cela plus facile pour Noël ?» Qu'est-ce que tu veux ? Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai dit la vérité avant de pouvoir me rétracter. Je pense que j'en ai fini d'essayer de gagner l'amour de personnes qui ne me respectent que quand je me fais plus petite. Marc a hoché la tête une fois et a dit, « Alors, arrête de te rapetisser. » C'était tout. Pas de discours, pas de drame, juste la permission de dire la vérité. J'ai passé le reste de cet après-midi à faire quelque chose que ma famille ne comprendrait jamais. Je me suis tu. Je n'ai pas quitté la discussion de groupe. Je n'ai bloqué personne. Je n'ai pas envoyé de longs paragraphes émotionnels qu'ils pourraient capturer d'écran et se moquer plus tard. J'ai laissé le silence faire son travail. Les laisser se demander pourquoi je ne suppliais pas, n'expliquais pas, n'essayais pas de réparer ce qu'ils avaient brisé. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et appelé Sophie Leroux, une vieille amie de l'université qui gère maintenant des campagnes numériques pour de petites marques de style de vie. Elle me disait depuis 2 ans que mon entreprise avait l'air trop modeste en ligne par rapport à la qualité de mon travail. Je lui ai dit que j'étais prête, non pas pour un rafraîchissement, mais pour un relancement. Je voulais un vrai site web, des témoignages de clients, des vidéos de projets, des montages avant-après soignés, un flux de réservations qui me fasse ressembler à la chef d'entreprise que j'étais déjà. À la fin de l'appel, elle avait un photographe en ligne et un plan en marche. Pour la première fois de la journée, je ressentais autre chose que de la douleur. Je ressentais de l'élan. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, j'ai fait un dernier appel. Paul Lambert, mon cousin du côté de ma mère, s'était coupé de la plupart des membres de la famille des années plus tôt après qu'une affaire ait mal tourné et que personne ne l'ait défendu. Il vivait maintenant à Annecy, en Rhône-Alpes, et possédait quelques locations de vacances en dehors de la ville. Nous étions restés en contact juste assez pour savoir que l'autre était toujours là. Quand il a décroché, il n'a pas demandé pourquoi j'appelais si tard. Il a juste dit, « Chloé, tu as enfin fini ?» J'ai laissé échapper un rire que je ne voulais pas. Il a écouté pendant que je lui donnais la version courte, puis il m'a dit qu'un de ses locataires de longue date déménageait dans quelques mois. 4 chambres, rue Calme, bonnes écoles. Si tu es sérieuse, a-t-il dit, ne pars pas à moitié. Pars pour de vrai. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le salon sombre et j'ai regardé la vie que Marc et moi avions construite. Les jouets dans le coin, les dessins d'école sur le réfrigérateur, les dossiers d'entreprise empilés sur la table. Tout sifflement petit et ordinaire et durement gagné. Ma famille pensait que me priver d'un dîner d'anniversaire me remettrait à ma place. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà commencé à construire une vie où leur approbation ne pourrait pas m'atteindre. Et avant que cette semaine ne soit terminée, même le dîner d'anniversaire dont ils se moquaient commencerait à s'effilocher sans moi pour le maintenir. Au cours du mois suivant, j'ai travaillé plus dur que je ne l'avais fait depuis des années, mais pour la première fois, je n'avais pas l'impression d'essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Sophie a agi rapidement. Elle a reconstruit mon site web de fond en comble, a peaufiné mon image de marque et a donné à mon entreprise l'apparence qu'elle avait toujours mérité d'avoir. Elle a fait suivre un photographe lors de 2 de mes missions de valorisation immobilière, a capturé les transformations avant et après,
et les a transformées en courtes vidéos qui rendaient mon travail soigné et vivant. Nous avons ajouté des témoignages de clients, des réservations en ligne et un portfolio qui reflétait enfin le niveau auquel je travaillais depuis le début. En 3 semaines, les demandes ont doublé. À la fin du mois, j'étais plus occupé que jamais. De nouveaux clients me trouvaient via les réseaux sociaux. Des agents immobiliers avec qui je n'avais jamais travaillé auparavant me contactaient. Une femme m'a dit qu'elle m'avait choisi parce que mon travail dégageait une chaleur, pas une froideur coûteuse. J'ai réfléchi à cette phrase le reste de la journée. Chaleureux, pas froid et cher. Elle n'avait aucune idée à quel point cela comptait. Pendant que l'entreprise décollait, j'ai gardé ma vie personnelle en ligne exactement la même. J'ai posté une photo de Lina à l'entraînement de softball, les genoux sales et ce sourire féroce qu'elle a quand elle pense avoir fait quelque chose d'impressionnant. J'ai posté Théo à ses cours de natation, s'accrochant au mur et riant comme s'il n'avait aucune peur au monde. J'ai posté une photo rapide de Marc faisant des crêpes un samedi matin pendant que les 2 enfants se disputaient pour savoir quelle assiette avait le plus de myrtilles. Rien de dramatique, rien de faux, juste une vie tranquille et stable. Et cela, plus que tout, semblait déranger ma famille. Manon fut la première à me contacter. Elle m'a envoyé un message privé un soir disant « Contente de voir que tu vas bien. Maman est contrariée. » Et honnêtement, ça a assez duré. Il n'y avait aucune excuse. Aucune reconnaissance de ce qui avait été fait. Juste le ton habituel, poli et supérieur, comme si j'étais la personne difficile qui prolongeait un malentendu. Je l'ai laissé non lu. 2 jours plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS directement. Quoi qu'il arrive, je suis toujours ta mère. Je l'ai fixé longtemps parce que c'était exactement le problème. Dans notre famille, la maternité était traitée comme une excuse permanente. Peu importaient les dégâts causés. J'étais toujours censé revenir à cause du titre seul. Je ne lui ai pas répondu non plus. Puis le dîner d'anniversaire est passé. Je ne l'ai pas su tout de suite, mais l'information a une façon de circuler dans une famille même quand personne ne prononce votre nom à voix haute. Une semaine plus tard, Léa m'a envoyé un message me demandant si nous pouvions parler. Elle a dit que la fête avait été étrange, pas gênante d'une manière familiale normale. Étrange d'une manière plus aiguë, plus lourde. Les gens n'arrêtaient pas de demander où j'étais. Quelques parents avaient apparemment supposé que j'étais en retard parce qu'ils savaient que j'avais aidé à l'organisation du dîner. À un certain moment, quelqu'un a mentionné la salle privée qui avait disparu. Quelqu'un d'autre a demandé qui avait organisé le menu personnalisé dont ma mère s'était vantée. C'est à ce moment-là que la vérité a commencé à filtrer dans la pièce. Je l'avais payé. Je l'avais planifié. J'avais eu l'intention d'offrir à ma mère le genre d'anniversaire dont elle pourrait se vanter pendant des années. Et après que mon père m'ait mise à la porte, tout était parti. Léa m'a dit que notre mère avait essayé de prétendre que rien de tout cela n'avait d'importance, mais son sourire ne s'était jamais vraiment posé après cela. Mon père était devenu plus silencieux au fur et à mesure que la nuit avançait. Manon s'était énervée contre le personnel pour de petites choses qui ne l'auraient normalement pas dérangé. Lucas avait fait une de ces blagues stupides et personne n'avait ri. Toute la soirée, selon Léa, avait donné l'impression que tout le monde tournait autour de la même question sans la prononcer à voix haute. Pourquoi aurait-il repoussé la seule personne qui s'était vraiment montrée disponible pour eux? J'ai lu le message de Léa 2 fois et j'ai posé mon téléphone. Pendant des années, j'avais été la personne la plus facile à blâmer dans cette famille parce que j'étais toujours celle qui essayait encore. La minute où j'ai pris du recul, toute l'illusion a commencé à vaciller. Quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé de Léa. On peut se voir en personne? Juste nous? J'ai regardé l'écran longtemps avant de répondre. Le plus étrange, c'est que je n'avais plus peur. Je me sentais juste prête. J'ai rencontré Léa 3 jours plus tard dans un café tranquille près du lac, assez loin de notre quartier habituel pour qu'il n'y ait presque aucune chance de croiser quelqu'un que nous connaissions. Elle était déjà là quand je suis entré, assise près de la fenêtre, les mains enroulées autour d'une tasse en carton comme si elle avait besoin de quelque chose de chaud juste pour se maintenir. Elle avait l'air fatiguée d'une manière que le maquillage ne pouvait pas réparer. Pas malade, pas dramatique, juste usée. Quand elle m'a vu, elle s'est à moitié levée comme si elle voulait me faire un câlin, puis a semblé y réfléchir à 2 fois et s'est rasseoir. J'ai pris la chaise en face d'elle et j'ai attendu. J'en avais fini d'aider les autres à trouver les mots pour expliquer ce qu'ils avaient fait.
Pendant quelques secondes, elle m'a juste regardé. Puis elle a poussé un soupir et a dit, « Tu avais raison. » Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé le silence faire ce qu'il faisait pour moi depuis ce matin-là dans la file du café. Léa a baissé les yeux vers sa boisson et a commencé à parler. Elle a dit que le dîner avait été mal dès le début. Maman continuait à sourire trop fort et à parler trop vite. Papa agissait comme si cela ne le dérangeait pas, mais il a vérifié son téléphone toute la nuit comme si une partie de lui pensait vraiment que tu allais entrer et tout arranger comme tu le faisais toujours. Manon a passé la moitié de la soirée irritée parce que les choses continuaient à déraper. La table n'était pas bonne, le service était défaillant, le personnel ne connaissait pas le menu que maman attendait. Lucas a fait l'un de ses commentaires idiots sur les drames familiaux et même maman l'a fait taire. Léa a dit que personne ne s'amusait. Il jouait une célébration, il ne la vivait pas. Puis elle m'a regardé et a dit la partie qui, je pense, savait qu'elle me frapperait le plus durement, papa n'aurait jamais dû envoyer ce SMS. Personne n'a voté là-dessus. Personne ne s'est assis et n'a dit que nous ne voulions pas de Chloé ici. Il a juste décidé que si tu ne faisais pas ce qu'il voulait, alors tu ne devrais pas être là du tout. J'ai senti quelque chose de froid s'installer en moi. Pas de choc, pas même de colère, juste une confirmation. Toute la famille ne veut pas de toi ici. C'était la phrase qu'il avait utilisée pour rendre sa cruauté officielle, pour la faire paraître unanime. Léa a continué, peut-être parce qu'une fois qu'elle a commencé à dire la vérité, elle ne savait pas comment s'arrêter. Elle a dit que quelques parents avaient posé des questions au dîner une fois qu'ils avaient réalisé que j'étais celle qui avait organisé la salle privée et le menu spécial. Apparemment, une de mes tantes avait dit, « Je pensais que Chloé s'occupait de tout ça. » Puis une autre personne a demandé pourquoi je n'étais pas là si j'avais aidé à planifier. Léa a dit que maman avait essayé de balayer ça, mais les gens pouvaient voir que quelque chose n'allait pas. L'histoire ne tenait pas la route. Papa s'est irrité, Manon est devenue défensive, et plus ils essayaient d'agir comme si tout était normal, plus il devenait évident que ça ne l'était pas. J'ai demandé à Léa pourquoi elle n'avait rien dit dans la discussion de groupe quand cela s'était produit. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux et m'a donné la réponse la plus honnête qu'elle m'ait probablement jamais donnée de sa vie. Parce que j'avais peur d'eux. Peur de papa. Peur que Manon se retourne contre moi. Peur d'être la prochaine. Puis elle a dégluti difficilement et a ajouté, « Mais je pensais aussi que tu reviendrais comme tu le fais toujours. » Cela m'a fait plus mal que prévu parce que c'était vrai. Je les avais tous entraînés à croire que je continuerais à revenir, à expliquer, à accepter n'importe quelle version de l'amour qu'ils m'offraient juste pour éviter de les perdre complètement. Léa m'a dit que maman avait passé les jours après la fête à pleurer et à dire qu'elle ne comprenait pas pourquoi les choses étaient allées si loin. Papa continuait à dire que j'étais dramatique. Manon a dit que j'essayais de culpabiliser tout le monde. Puis Léa a prononcé la seule phrase qui a fait que toute la forme de ma vie a pris tout son sens, « Il ne t'aime que quand tu es utile et tranquille. » Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai regardé par la fenêtre un instant parce que la vérité était si nette qu'elle m'a presque donné le vertige. Utile et tranquille. C'était le rôle. La fille qui se présentait. La fille qui aidait. La fille qui rendait les choses belles, calmait les gens, comblait les lacunes, encaissait le coup, avalait l'insulte, rappelait, apportait le cadeau, arrangeait le dîner, faisait en sorte que tout le monde paraisse meilleur qu'il ne l'était. Et la seconde où j'ai arrêté de faire ça, je suis devenu jetable. Léa a alors commencé à pleurer, de vraies larmes cette fois, pas le genre prudent que les gens utilisent quand ils veulent être crédités de se sentir mal. Elle m'a dit qu'elle était désolée pour chaque fois qu'elle était restée silencieuse, chaque fois qu'elle m'avait envoyé un réconfort privé après une lâcheté publique, chaque fois qu'elle avait choisi la sécurité plutôt que l'honnêteté. Je croyais qu'elle le pensait, mais la croyance et l'accès ne sont pas la même chose. Elle pouvait être désolée et ne pas être en sécurité pour autant. J'ai tendu la main sur la table et posé ma main sur la sienne pendant une seconde, non pas parce que j'étais prête à tout pardonner, mais parce que j'avais besoin qu'elle comprenne une chose clairement. J'ai dit, je n'ai jamais été le problème dans cette famille. Léa a secoué la tête et a dit, non, tu étais celle qui l'empêchait de s'effondrer. Nous sommes restés assises un peu plus longtemps après cela, mais la conversation était déjà terminée de la seule manière qui comptait. J'étais arrivé en portant encore un dernier petit morceau de culpabilité, une question persistante de savoir si j'exagérais, si je devais essayer une fois de plus, si partir ferait de moi la méchante qu'ils avaient toujours prétendu que j'étais. J'ai quitté ce café sans rien de tout cela.
Au moment où je suis retourné à ma voiture, je ne me demandais plus si je devais sauver la relation. J'étais sifflement en train de penser à la vitesse à laquelle je pourrais éloigner mes enfants de personnes qui pensaient que l'amour était quelque chose que vous deviez gagner en y disparaissant. Cette nuit-là, après le dîner, Marc m'a trouvé dans le garage, tenant une boîte en carton vide. Il m'a regardé une fois et a demandé « On le fait ?» J'ai hoché la tête et j'ai dit « Oui. » Cette fois, on part pour de vrai. Une fois que je l'ai dit à voix haute, tout a commencé à bouger plus vite. Pas de manière chaotique, pas dans le genre de panique frénétique que ma famille aurait attendu de moi, mais avec un calme qui m'a surprise moi-même. Le lendemain matin, pendant que les enfants étaient à l'école et que Marc était au travail, je me suis assise à la table de la salle à manger avec mon ordinateur portable, un bloc-notes juridique et une tasse de café qui est devenue froide avant que je ne la touche. J'ai fait une liste. Transférer les documents commerciaux. Terminer les contrats d'aménagement en cours. Parler à l'école des dossiers. Commencer à trier la maison pièce par pièce. Décider ce que nous allions emporter et ce que nous allions enfin arrêter de porter. Paul a appelé cet après-midi avec des photos de la location à Annecy. C'était mieux que ce à quoi je m'attendais. Murs blancs propres, hautes fenêtres, un jardin tranquille, assez de place pour que les enfants courent sans se sentir enfermés, bonne lumière dans la cuisine, un petit espace détaché à l'arrière qui pourrait servir de bureau ou de studio de design une fois que je serais installé. J'ai regardé ces photos plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Cela ne ressemblait pas à une évasion. Cela ressemblait à une vie. Marc est rentré ce soir-là et nous nous sommes assis par terre après que les enfants se soient couchés, parlant de logistique plutôt que de sentiments, ce qui, d'une certaine manière, a semblé plus intime que toute conversation dramatique aurait pu l'être. Il terminerait l'année scolaire à distance si cela était approuvé. Sinon, il démissionnerait et trouverait quelque chose de nouveau après le déménagement. Je terminerais les projets que je pouvais, référerais le reste, et relancerais mon entreprise en Rhône-Alpes sous le même nom. Chaque décision semblait lourde, mais pas fausse. C'était la différence. Une semaine plus tard, j'ai posté une simple photo sur Instagram. Juste 3 cartons de déménagement empilés contre le mur de mon bureau avec la légende « Nouveau chapitre en cours de chargement ». Pas de lieu, pas d'explication, rien d'émotionnel. En 1 heure, Léa m'a envoyé un SMS me demandant si je déménageais. Je n'ai pas répondu. Puis Manon a appelé. J'ai laissé sonner. Ma mère a envoyé un message ce soir-là disant qu'elle avait entendu une rumeur et voulait savoir ce qui se passait. J'ai laissé celui-ci sans réponse également. Le lendemain matin, mon père m'a finalement envoyé un SMS directement. Tu vas trop loin. C'est tout ce qu'il a écrit. Pas d'excuses, pas de questions sur ses petits-enfants, aucun signe qu'il avait passé ne serait-ce qu'une seconde à réfléchir à ce qu'il avait fait. Juste la même vieille posture, comme s'il croyait toujours être en charge de la fin de cette histoire. J'ai regardé l'écran et n'ai rien ressenti. 1 mois plus tôt, ce texte m'aurait fait entrer dans une spirale. Maintenant, il ne faisait que confirmer que partir était la bonne chose à faire. Au cours des semaines suivantes, la maison a lentement changé de forme autour de nous. Les placards ont été vidés, les étagères nettoyées, les vieux jouets emballés ou donnés. J'ai vendu les meubles que nous ne voulions pas traîner à travers le pays et j'ai donné la moitié des objets décoratifs que j'avais autrefois achetés en essayant de rendre cette maison plus complète qu'elle ne l'avait jamais vraiment été. Lina et Théo pensaient que tout cela était une aventure. Nous les avons laissés dessiner sur les cartons avec des marqueurs, de petits cœurs et des étoiles, et des noms tordus en couleurs vives. Marc a écrit « Annecy ou rien » sur l'un d'eux et a fait rire les enfants si fort qu'ils sont presque tombés. Il y avait des moments, généralement tard le soir, où je me tenais dans une embrasure de porte et ressentais la douleur de ce que je faisais. Non pas parce que je voulais rester, mais parce que je pouvais voir si clairement combien de temps j'étais resté dans des endroits qui me faisaient du mal juste parce que je pensais que l'endurance était la même chose que l'amour. Ma famille a continué à tourner autour du pot à mesure que le déménagement approchait. Manon a envoyé un long message expliquant comment je déchirais tout le monde à cause d'un malentendu. Ma mère a écrit un email plein de souvenirs et de culpabilité, parlant de vacances et de vieilles photos de famille et de la façon dont les mères font aussi des erreurs. Léa a essayé d'appeler 2 fois et quand j'ai finalement écouté son message vocal, tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle comprenait si j'avais besoin de distance, mais qu'elle espérait que je lui dirais avant de partir. J'ai presque rappelé. J'ai presque laissé mon cœur s'adoucir. Puis mon père a envoyé un autre message. Tu te comportes comme une enfant.
Je l'ai lu une fois et j'ai éclaté de rire dans ma cuisine vide. Après tout ce qu'il avait fait, après toutes les années qu'il avait passées à me rabaisser, à contrôler la pièce, à décider qui comptait et qui ne comptait pas, c'était ça qu'il avait. C'était le mieux qu'il ait pu trouver quand il a réalisé que je partais vraiment. Une semaine avant le déménagement, j'ai ouvert la discussion de groupe familial pour la première fois depuis des jours. La conversation était revenue à la normale en surface. Quelqu'un avait posté une photo de bébé. Quelqu'un d'autre parlait d'un barbecue d'été. Il n'y avait aucune mention de moi. C'était le genre de silence que les familles créent quand elles veulent effacer la personne qui a cessé de jouer le rôle qui lui était assigné. J'ai fait défiler pendant 1 minute, puis j'ai appuyé sur un bouton et j'ai quitté la discussion sans dire un mot. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. Léa d'abord, puis Manon, puis ma mère. Je l'ai posé face contre table et j'ai continué à faire mes valises. La dernière nuit dans la maison, Marc et moi nous sommes assis par terre dans notre chambre parce que le lit avait déjà été démonté. Les sifflements enfants dormaient sur des matelas gonflables, épuisés et heureux. Il m'a demandé une dernière fois si j'étais sûr. J'ai regardé autour de la pièce, les murs nus et les coins vides, et j'ai réalisé que je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je ne pars pas parce que je suis en colère, lui ai-je dit. Je pars parce que je comprends enfin ce que coûte de rester. Nous sommes partis le lendemain matin avant le lever du soleil. Marc conduisait le SUV avec les enfants et je suivais dans le camion de déménagement. Juste avant de monter, j'ai pris une dernière photo du salon vide avec la lumière matinale tombant sur le sol et les posté avec une seule ligne. Parfois, partir est la seule façon de grandir. Puis j'ai verrouillé la porte d'entrée, laissé tomber les clés dans la fente à courrier et suis parti sans regarder en arrière. 6 mois à Annecy ont changé plus que mon adresse. Ils ont changé ma façon de me réveiller le matin. De retour en Occitanie, j'avais l'habitude d'ouvrir les yeux avec un poids déjà posé sur ma poitrine, comme si j'étais en retard pour résoudre un problème qui avait commencé avant même que je ne me lève. En Rhône-Alpes, l'air était différent. La maison était plus calme. La lumière à travers les fenêtres de la cuisine semblait plus douce. Lina s'est fait des amis plus vite que je ne l'avais prévu. Théo a commencé à dormir toute la nuit sans errer dans notre chambre. Marc a trouvé un poste d'enseignement à distance qui payait moins que son ancien, mais lui offrait quelque chose dont ma famille n'a jamais compris la valeur, la paix. Quant à moi, j'ai reconstruit mon entreprise pièce par pièce. Paul m'a présenté à quelques agents locaux. Sophie m'a aidé à maintenir l'élan en ligne, et en quelques mois, je faisais de la valorisation immobilière pour des propriétés de vacances et des maisons familiales qui avaient besoin de chaleur plutôt que de clinquant. C'était plus petit que ce que mon père aurait appelé un succès, mais c'était honnête, stable et entièrement à moi. Le plus étrange, c'était de réaliser l'espace qui s'était ouvert dans ma vie une fois que j'avais cessé de gérer des gens qui s'obstinaient à me mal comprendre. Plus de vacances tendues, plus de formulations prudentes, plus d'attente de la prochaine insulte déguisée en conseil. J'ai bien surentendu des choses. Les familles comme la mienne ne lâchent pas prise en silence. Par l'intermédiaire de parents mutuels et du message occasionnel qui s'échappait d'un email non bloqué, j'ai appris que mon père disait aux gens que j'avais réagi de manière excessive, que j'avais pris une blague trop au sérieux, que je traversais quelque chose d'émotionnel. Ma mère avait opté pour une version plus douce. Elle disait aux gens qu'elle ne comprenait pas ce qui m'était arrivé, comme si la cruauté était entrée dans mon corps un matin comme une fièvre et m'avait fait oublier qui j'étais. Mais les histoires comme ça ne fonctionnent que quand la personne dont elle parle reste assez longtemps à proximité pour continuer à se défendre. J'étais parti. J'étais occupé. J'étais heureuse. Et sifflement petit à petit, leur version a cessé de tenir la route. Plus ils parlaient, plus les gens commençaient à se souvenir de choses. Comment j'étais toujours celle qui aidait à organiser les événements familiaux. Comment je me présentais quand quelqu'un avait besoin d'un transport, d'une faveur, d'un coup de main de dernière minute, d'un cadeau, d'une voix calme, d'une paire de mains supplémentaires, à quel point je donnais sans compter. Quelques cousins m'ont contacté discrètement pour s'excuser, pas d'une manière qui demandait un pardon instantané, mais d'une manière qui me disait qu'ils avaient enfin compris le schéma tel qu'il était. Manon ne s'est jamais excusée. Cela aurait requis de l'humilité. Et l'humilité n'a jamais été son talent. Léa l'a fait. Plus d'une fois. Je la croyais à chaque fois, mais la croyance et l'accès ne sont pas la même chose. Elle pouvait être désolée et ne pas être en sécurité pour autant. Puis, un samedi gris de fin d'automne,
j'ai vu mes parents en personne pour la première fois depuis notre départ. J'étais dans une épicerie avec Théo, debout dans l'allée des céréales pendant qu'il argumentait passionnément pour quelque chose couvert de guimauve de dessins animés, quand j'ai entendu mon nom derrière moi. Pas Chloé de la manière chaleureuse dont les amis le disent. Chloé de l'ancienne manière, comme une main qui tend vers la nuque. Je me suis retourné et ils étaient là. Ma mère avait l'air plus âgée. Pas de manière dramatique. Juste plus petite d'une certaine façon. Mon père se tenait à ses côtés avec une canne. Sa mâchoire plus tendue que dans mes souvenirs. Son corps portait le contour de quelqu'un qui avait passé une vie à s'attendre à ce que les pièces se plient autour de lui et qui n'apprenait que maintenant qu'elle ne le ferait pas. Pendant une étrange seconde, j'ai eu l'impression que mon ancienne vie m'avait rattrapé dans le rayon des produits frais. Ma mère a fait un pas en avant et a répété mon nom. Plus doucement cette fois. Théo a levé les yeux vers moi et a demandé qui ils étaient. J'ai posé une main sur son épaule et j'ai dit, ce sont des gens de mon ancienne vie, mon chéri. Reste avec moi. Ma mère a tressailli comme si je l'avais giflé, mais je n'avais pas élevé la voix. J'avais seulement dit la vérité. Elle a commencé à parler rapidement après cela, disant qu'ils avaient essayé de me joindre, qu'ils étaient en ville pour quelques jours, que peut-être c'était un signe que nous étions censés parler. Mon père n'a rien dit au début, ce qui était presque plus déconcertant que s'il s'était énervé. Il est juste resté là, attendant que je lui donne une ouverture, comme je le faisais toujours. Mais je n'étais plus cette femme. Je les ai regardés tous les deux et j'ai dit la chose que j'avais mis des années à comprendre, je ne vous hais pas. Je n'ai pas besoin de vengeance. Mais mes enfants ne grandiront pas en croyant que l'amour signifie humiliation, contrôle et silence. Je ne leur apprendrai pas à mendier des miettes auprès de personnes qui ne voulaient de moi que lorsque j'étais utile. Ma mère a commencé à pleurer avant que je ne finisse. Mon père a finalement parlé. Et même à ce moment-là, il n'a pas pu se lâcher complètement. Il a dit, nous étions de la famille. Comme si ce mot seul devait ouvrir toutes les portes qu'il m'avait claquées au visage pendant des années. J'ai hoché la tête et j'ai dit, oui. Et c'est précisément pourquoi cela comptait tant. Puis j'ai pris la main de Théo et je suis parti. Ni l'un ni l'autre ne m'ont suivi. C'est ce moment-là qui est resté avec moi après. Ni les larmes, ni la canne, ni même le silence. C'était le fait que pour la première fois de ma vie, je n'ai pas quitté une conversation avec eux en me sentant petite. Je suis parti en me sentant lucide. Plus tard cette nuit-là, assise sur le porche arrière pendant que les enfants jouaient à l'intérieur et que Marc lisait à côté de moi, j'ai pensé à quel point j'avais voulu que ma famille devienne des personnes différentes. Des personnes plus gentilles. Des personnes plus justes. Des personnes qui pouvaient aimer sans compter. Mais la vérité est que d'attendre que les gens changent peut devenir une autre façon de s'abandonner soi-même. Parfois, la leçon n'est pas qu'ils finiront par voir votre valeur. Parfois, la leçon est que vous devez arrêter de donner votre valeur à des gens qui profitent de votre doute. Je ne suis pas parti pour les punir. Je suis parti parce que j'ai enfin compris que protéger ma paix n'était pas cruel. Et protéger mes enfants du même cycle n'était pas égoïste. Certaines familles vous apprennent à appartenir. D'autres vous apprennent ce que l'amour ne devrait jamais coûter. Mon père pensait que me priver d'un dîner d'anniversaire me remettrait à ma place. Ce qu'il a vraiment fait, c'est me montrer qu'il n'y avait pas de place pour moi là-bas qui ne m'obligeait pas à disparaître. Alors, j'en ai construit une nouvelle. Et le plus heureux, c'est ceci. Je ne l'ai pas construite par vengeance. Je l'ai construite par vérité.v.